Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Nous accueillons ce matin Gaël Beauboeuf, qui est responsable communication de l'ANACI. L'ANACI, c'est l'Association nationale des auditeurs en système d'information d'Haïti. Je l'ai dit déjà, c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Gaël Beauboeuf, bienvenue à Métropole. Merci Wendell de me recevoir ce matin. Je suis très content d'être avec vous pour parler d'audit informatique et éduquer vos différents téléspectateurs. Oui. Alors, quand nous parlons d'auditeurs en système d'information, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que c'est un secteur porteur? Est-ce qu'il y a des gens qui maîtrisent ou qui le connaissent? Avez-vous une idée de ceux qui sont intéressés à, disons, à ce système d'information? Alors, le concept d'audit informatique, quand on dit audit technologique, c'est un secteur qui est un peu mal connu en Haïti, dans la mesure où on n'en entend pas parler vraiment. On entend parler davantage d'auditeurs comptables, d'auditeurs financiers. Maintenant, sur la place, sur le marché, seulement les grandes banques de la place et quelques opérateurs de téléphonie mobile le font. Donc, c'est un secteur que moi-même, personnellement, j'en ai entendu parler seulement en 2016 et il n'y a pas beaucoup de compétences qualifiées sur le marché local en Haïti. Ce qui arrive, c'est qu'en général, les gens qui veulent faire l'audit informatique, ils font appel à des services étrangers, dans la plupart des cas. Mais il y en a quand même assez pour avoir créé une association d'auditeurs, donc ça veut dire qu'il y en a quelques-uns. Au fait, nous avons créé l'ANACI, mais nous ne sommes tous pas certifiés. Pour être auditeur en système d'information, il faut être certifié. Il y a une certification qui s'appelle CISA. CISA veut dire Certified Information System Auditor. C'est une certification que l'institution ISACA, basée à Chicago, donne, qui est la seule accréditation mondialement reconnue en matière d'audit informatique. Maintenant, lorsque vous êtes certifié CISA, vous êtes certifié auditeur en système d'information, et maintenant, vous avez la compétence et les compétences techniques qu'il faut pour faire l'audit informatique. L'année dernière, l'ANACI a organisé ce qu'on appelle un bootcamp, une formation où on a reçu une vingtaine de candidats qui voulaient devenir CISA. Maintenant, on a eu pas mal de gens du secteur bancaire, pratiquement toutes les banques étaient représentées. On a eu des candidats aussi du secteur public qui étaient là. Ils ont suivi la formation qui a duré 8 jours et des 20 candidats qui avaient postulé, il y a seulement 11 qui ont réussi la certification, dont moi-même. Maintenant, un auditeur en système d'information, en quoi consiste son travail? En fait, son travail, c'est pratiquement le même travail que fait un auditeur comptable, sauf que du point de vue technologique. Maintenant, le travail de l'auditeur informatique, c'est de faire un état des lieux de votre infrastructure technologique, de votre réseau. C'est de savoir, est-ce que les contrôles qui sont en place sont effectifs? C'est-à-dire, quand je parle de contrôle, est-ce que les mesures de sécurité informatique qui sont là permettent de vraiment sécuriser l'entreprise? Parce qu'en général, dans les entreprises, il y a plusieurs niveaux. Vous avez la DIT, le département d'informatique et technologique, qui a l'administration système, l'administration réseau, qui fait le support pour les différents utilisateurs. Le deuxième niveau, c'est le département de sécurité informatique, qui lui-même doit être indépendant, qui va mettre en place des paramètres de sécurité sur ce que fait le service informatique. Et le troisième niveau, c'est l'audit informatique, le département d'audit informatique. L'audit informatique, il vient pour s'assurer que ce que a configuré le département de sécurité informatique est bel et bien conforme aux différents standards et normes que recherche l'entreprise en matière de contrôle. À bien comprendre vos explications, Gaël Beauboeuf, tout entrepreneur doit d'abord penser à un auditeur. Exactement. Au fait,
notre mission au niveau de l'ANACI, c'est de prêcher cet évangile pour que nos chefs d'entreprise puissent comprendre que c'est quelque chose qui est important parce qu'on n'en parle pas davantage. On parle davantage d'audit comptable. Maintenant, si vous êtes un chef d'entreprise, comment savoir, par exemple, que votre infrastructure technologique ainsi que votre parc informatique est sécurisé? Comment savoir qu'il n'y a pas un backdoor dans votre réseau informatique? Par exemple, un trou de sécurité qu'un pirate a mis à travers lequel il peut aller et sortir et récupérer vos données. Comment savoir que, par exemple, la séparation des tâches est bien effective? Par exemple, l'utilisateur, la secrétaire qui est devant, qui a accès au système, comment savoir qu'elle n'a pas accès aux différents fichiers du PDG de la compagnie? C'est-à-dire, est-ce que les différentes permissions qui sont établies au niveau du système sont correctes? Il y a ce qu'on appelle le principe du privilège restreint. Est-ce que vous êtes sûr que l'utilisateur en question qui a accès au système d'information a le strict minimum en termes de permissions et de privilèges pour qu'il puisse faire son travail? Parce que du point de vue sécurité informatique, l'utilisateur ne doit pas avoir ni plus ni moins en termes de droits sur le système. Donc, comment savoir aussi, par exemple, en tant que PDG, que les données que vous utilisez pour prendre des décisions pour l'entreprise sont fiables? Est-ce qu'ils n'ont pas été piratés ou modifiés par un quelconque pirate? Parce que vous pouvez aussi, il y a des types de pirates aussi qui entrent pour détruire vos données. Il y a d'autres aussi qui modifient vos données ou les récupèrent et puis ensuite ils vous demandent une rançon. Donc il y a plusieurs... Ça se fait en Haïti? Est-ce que ça se fait en Haïti? Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Mais la possibilité existe. La possibilité existe, c'est monnaie courante aujourd'hui dans le monde. Et nous sommes justement soumis à ces différentes attaques parce que la cybercriminalité et les cyberattaques sont de vogue de nos jours dans cette ère numérique. Donc personne n'est épargné. Et Haïti, de plus en plus, les petites et moyennes entreprises maintenant, ils utilisent de plus en plus des systèmes d'information. Maintenant, tout le monde veut s'informatiser, ils utilisent QuickBooks, ACPAC. Et maintenant, lorsque vous utilisez des ERP, les logiciels de gestion intégrés, qui contiennent plusieurs modules utilisés par la vente, la logistique ainsi que la comptabilité, toutes ces données maintenant financières sont numériques. Ces données sont informatisées. Il n'y a plus de support papier. Maintenant, votre surface d'attaque en tant qu'entreprise augmente pour le pirate, parce que ça l'intéresse, tu vois? Donc, du point de vue sécurité informatique, ce que vous devez vous assurer en tant que chef d'entreprise, c'est que le triangle CIA est respecté, que la confidentialité de vos données est respectée, c'est-à-dire seuls les gens qui ont accès aux fichiers peuvent accéder aux fichiers. L'intégrité des données est respectée, c'est-à-dire seuls les gens qui peuvent modifier le fichier peuvent le modifier. Et la disponibilité des données est respectée. Quand je parle de disponibilité, c'est-à-dire il n'y a pas un acte de vandalisme qui a été fait au niveau de la salle des machines où quelqu'un a détruit les données et, par exemple, le système n'est pas opérationnel. Donc, par exemple, vous allez dans une banque, on vous dit que le système n'est down. Donc, le client légitime ne peut pas accéder au service en question. Si tu prends par exemple une entreprise comme Amazon qui est une boutique exclusivement en ligne, elle ne peut pas se permettre le luxe d'avoir un temps de downtime trop élevé parce que son chiffre d'affaires va diminuer parce qu'il est exclusivement en ligne. Maintenant, comment il peut perdre de l'argent? C'est à travers une attaque par exemple qui s'appelle DOS, Denied Service, où le pirate, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des requêtes sur le serveur web qui contient votre site web à un tel point que le serveur devient surchargé. Et maintenant, le site web n'est plus disponible. Du coup, le pirate vous fait perdre de l'argent. Maintenant, toutes ces différentes attaques qui existent à travers le monde, dès que vous utilisez Internet, dès que vous avez un système d'information, Haïti, un pays développé ou pas, vous êtes sujet à ces différentes attaques. Et c'est là maintenant que vient l'audit informatique pour vérifier C'est la question que j'allais vous poser. L'auditeur intervient pour faire quoi? Pour prévenir, ou pour évaluer, ou pour constater, ou pour réparer? Les trois, sauf le dernier. L'auditeur ne répare pas, l'auditeur n'intervient pas. Son job n'est pas de faire, mais de recommander. L'auditeur peut uniquement recommander. C'est par défaut la définition d'un auditeur. Il peut venir faire le constat, l'état des lieux, et... Mais à quel moment il doit intervenir pour faire ce constat? Si on l'invite à venir le faire ou bien? C'est une activité annuelle. Tout comme vous faites un audit comptable, vous devez faire un audit informatique si vous avez un système d'information en place. L'auditeur, lorsqu'il vient,
il vient, par exemple, pour vérifier que c'est comme je vous donne à faire un devoir en tant qu'élève. Maintenant, vous faites le devoir. Maintenant, je suis le professeur qui vient corriger le devoir. Eh bien, l'élève, c'est le département informatique qui a fait une configuration. Le devoir, c'est la configuration en matière de sécurité que vous avez fait. Le professeur, c'est l'auditeur informatique. Il vient, par exemple, pour valider que les différents contrôles qui sont mis en place en matière de sécurité sont bel et bien effectifs. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'une entreprise, en général, les technologies de l'information ne sont pas une finalité en soi. C'est un médium, c'est un outil qui te permet d'être beaucoup plus productif, ou du moins de faire face à la concurrence du marché. Donc, ce n'est pas la finalité. Maintenant, le fait que l'entreprise utilise des technologies, ça apporte un lot de risques qu'on appelle les risques technologiques. Et ces risques technologiques doivent être traités tout comme tout autre risque. Maintenant, comme je disais tantôt, vous utilisez votre PC. Comment savez-vous que vous avez les firewalls ou bien l'infrastructure en place pour vous protéger contre les différentes adresses IP ou bien qui viennent, qui essaient de pénétrer votre réseau? Vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, c'est là que vient l'audit informatique pour valider les différents contrôles qui ont été mis en place sont vraiment effectifs. Et nous parlons d'audit. Nous parlons d'audit. Mais il ne peut pas y avoir d'audit sans auditeur. Et vous avez tantôt fait état de déficit dans ce domaine en Haïti. Que fait l'association, la vôtre? Maintenant, l'ANACI, l'Association nationale des auditeurs en système d'information, c'est une association à but non lucratif. Notre but, notre mission, c'est de prêcher cet évangile d'audit informatique. Parce que en Haïti, on n'en parle pas. On ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants de ce concept. Parce que, tout simplement, même au niveau du cursus universitaire, on ne le fait pas. Donc, ce n'est que récemment, j'ai découvert... Alors, excusez-moi, est-ce que je veux dire que les entrepreneurs haïtiens qui ne sont pas informés ou encore qui n'ont pas d'informations exactes ou suffisantes sur l'importance de l'audit, est-ce que je peux dire qu'ils se contentent tout simplement des techniciens en informatique qu'ils ont pour faire ce travail? Des fois, l'entreprise a un département informatique, il n'a même pas de département de sécurité informatique, voire le 3e niveau qui est le département audit informatique. Parce que le département de sécurité... Quelle que soit la taille de l'entreprise, il doit avoir ces 3 départements? En fait, par département, j'entends que ça peut être réduit à une seule personne aussi. Ça va dépendre de la taille de votre entreprise. Mais vous devez... Une seule personne aussi peut... en fonction de la taille de votre entreprise, jouer les 2 rôles. Mais il y a risque de séparation des tâches. C'est ce qu'on appelle segregation of duties. Parce que vous ne voulez pas que quelqu'un ait accès à un système. Il peut faire 2 tâches qui sont incompatibles et apporter tout l'argent de l'entreprise. Il peut entrer les données, poster les données et les valider. C'est ce qu'on appelle la séparation des tâches. Maintenant, une entreprise colossale doit avoir ces 3 départements-là. Et chaque département peut avoir plusieurs personnes à ce niveau. C'est pour éviter quoi? Qu'il y ait confusion ou bien... Oui, parce que le département de sécurité informatique doit être indépendant pour ne pas subir la pression des différentes autres entités. Et le département d'audit aussi doit être indépendant parce que l'audit vient auditer la sécurité et la sécurité s'assure que des configurations sont mises en place pour protéger l'entreprise contre les différentes cyberattaques. Vous allez m'aider ou encore nous aider à voir clair ou encore plus clair. Prenons l'exemple de Métropole. À Métropole, il y a un département affecté à la salle des nouvelles. Il y a métropolehaïti.com. Il y a aussi l'administration. La télé a son propre système. Est-ce que l'on doit penser à à des mesures préventives pour chaque système? Exactement. Justement, c'est l'ensemble de ces systèmes informatiques qui fait le système d'information. Le système d'information de la radio de Métropole, c'est un ensemble constitué des différents
ordinateurs qui sont connectés sur le réseau, du port informatique en général, du câblage, des différentes applications qui sont utilisées. Maintenant, toutes ces applications-là génèrent ce qu'on appelle des flux de données. Maintenant, ces flux de données, vous n'avez aucun contrôle s'ils portent ou s'ils restent au niveau de la compagnie. Est-ce que vous avez un firewall en place? Un firewall, c'est un appareil qui permet de faire une délimitation entre votre réseau interne et le réseau externe qu'on appelle Internet. Internet, c'est le réseau des réseaux. Maintenant, lorsque vous utilisez votre machine au niveau de la Radio Métropole pour aller sur Internet, vous devez traverser ce firewall. Est-ce que vous avez un firewall en place qui vous protège? Donc, ce sont là un ensemble de configurations que tout réseau informatique doit avoir pour être sécurisé. Maintenant, je ne sais pas, au niveau du système d'information de la Radio Métropole, comment ça se passe. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, peut-être peut se connecter tout simplement sur le Wi-Fi de la Radio Métropole et accéder à l'ordinateur du PDG, par exemple, s'il a les outils adéquats pour le faire et s'il sait ce qu'il fait. Parce que même si les dossiers du PDG ont un mot de passe, ou encore le PDG a un mot de passe? Son ordinateur peut toujours avoir un mot de passe. N'oubliez pas que lorsque vous envoyez un fichier, par exemple par email, le fichier transite en texte clair sur le réseau s'il n'est pas encrypté. Par encryption, j'imagine un algorithme qui permet de protéger le fichier, même si un pirate se connecte sur le réseau pour sniffer. Avec des outils, il sniffe sur le réseau pour récupérer des paquets et reconstituer le message, par exemple. Donc, tout ça... À ce niveau-là, est-ce que le pirate peut être à l'intérieur, peut être dans la maison? Tout comme à l'extérieur. Il peut être ailleurs aussi? Il peut être à l'intérieur, tout et comme à avoir l'extérieur. accès aux données privées de n'importe qui? Maintenant, il y a des utilisateurs malveillants, les employés malveillants, qui, par exemple, peuvent, si on prend le cas de l'espionnage industriel, la concurrence peut payer un employé pour récupérer des données et les vendre. C'est pourquoi les niveaux d'accès doivent être contrôlés. Maintenant, l'audit informatique, il vient maintenant pour savoir est-ce que Wendell Theodore, sa position par rapport à sa description de tâches, est-ce qu'il n'a pas accès à des informations qu'il ne devrait pas avoir accès? Par exemple, l'audit va vérifier, par exemple, vous avez dit que vous avez deux catégorisations d'informations. Il y a des données secrètes, il y a des données top secrets. Maintenant, l'audit informatique, après que le département de sécurité ait fait les configurations nécessaires, vient vraiment pour valider est-ce que les groupes de sécurité, est-ce que Wendell est dans le bon groupe de sécurité, est-ce qu'il ne peut pas vraiment avoir accès à tel type de fichier qui est, par exemple, top confidentiel, que le PDG a décidé, voilà quel type de data owner, des propriétaires du fichier, doit avoir accès. Donc, au niveau de Haïti maintenant, l'ANACI veut maintenant faire en sorte que plus de gens puissent comprendre et avoir accès à la formation continue pour l'audit informatique. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit tantôt, l'année dernière, on a organisé ce bootcamp. On compte encore organiser une autre édition pour que les gens puissent devenir certifiés CISA. Et cette certification, c'est une certification extrêmement difficile parce qu'elle est mondialement reconnue et elle est très prisée. Parce que lorsque vous êtes certifié auditeur en système d'information, non seulement vous avez déjà un minimum en termes de range salarial, mais aussi vous avez l'accréditation internationale d'effectuer un audit informatique. Ce qu'en Haïti, les gens ne parlent pas vraiment. Vous voyez, vous entendez parler davantage d'audit comptable, alors ce que valait dans le temps un teneur de livre, ce n'est plus la même chose parce que tout est en train de se dématérialiser. Donc, de plus en plus, les entreprises vont vers des systèmes d'information complexes. Et ces systèmes d'information, que ce soit les données financières ou autres sur lesquelles le PDG prend des décisions, donc, doivent être protégés. Et c'est à travers un audit informatique que vous allez vous assurer vraiment, que lorsque vous le faites annuellement, que les différents contrôles et paramètres de sécurité qui sont en place sont vraiment effectifs pour la compagnie. Gaël Bobeuf, merci. Je rappelle que vous êtes responsable communication de l'ANACI, l'Association nationale des auditeurs en système d'information d'Haïti. Je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous suivent actuellement. Après la pause, je vous demanderai de voir les possibilités de recommandations à faire à ceux qui ont de l'intérêt dans cette émission, justement après la pause.
Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole avec nous, Gaël Beauboeuf. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de votre patience. Gaël Beauboeuf est avec nous ce matin. Je rappelle qu'il est responsable communication de l'ANACI, l'Association nationale des auditeurs en système d'information d'Haïti. À la lumière des explications apportées au cours de la première partie de cette émission, est-ce que nous pouvons savoir ce qui est prévu en termes de protection des données privées, ou encore ce qu'on peut faire? Malheureusement, en Haïti, on n'en est pas encore là. On a vraiment un long chemin à faire. Il y a tellement de lois et je dirais, de décrets qu'il faudrait rédiger pour nous protéger contre un ensemble d'attaques ou bien des différentes activités technologiques qui se font dans le monde. Donc, je sais que, par exemple, récemment, la CONATEL a publié un décret de loi sur la signature électronique, par exemple, ce qui est quelque chose de fondamental pour le commerce d'une manière générale. Donc, aujourd'hui, les factures, les différents performances s'envoient par email. Et au niveau du secteur public, on n'accepte pas encore ces différents supports non matérialisés. Alors que le CONATEL est une entité de l'État. Oui, en effet. Donc, il faut que ce décret, par exemple, sur la signature électronique soit, je dirais, plus une réalité que juste un document. Récemment, depuis plusieurs années, l'Union européenne, par exemple, il travaillait sur ce qu'on appelle une loi sur la protection des données. Cette année, finalement, ils ont publié la loi, ce qu'on appelle le RGPD. C'est le règlement général sur la protection des données. Depuis le 25 mai, c'est entré en vigueur dans toute l'Union européenne. Que dit cette loi? En fait, le règlement général sur la protection des données, c'est une façon pour que l'État puisse protéger les utilisateurs qui ont accès à la technologie et qui utilisent la technologie à travers leurs données. Maintenant, pourquoi c'est important? C'est pour se protéger contre les grands géants de la technologie. Par exemple, le groupe GAFA, par exemple Google, Amazon, Facebook et Apple, on s'en plaint tout le temps, par exemple, de Google qui nous envahit. Vous voyez, il a accès à un ensemble d'informations, la localisation, il sait où vous êtes, ce que vous mangez, vos différentes préférences. Maintenant, le règlement général sur la protection des données que l'Union européenne a mis en vigueur depuis le 25 mai, c'est pour protéger les consommateurs et les différents usagers de l'Internet contre les PII. Les PII, c'est les Personal Information Identifiable. C'est ce qu'on appelle les données personnelles. Par exemple, c'est une donnée qui te concerne et qui te permet de t'identifier. Ça peut être ta carte SIN, ton NIF, ton SSN, ton Social Security Number, ça peut être ton courriel, ça peut être ton nom, ton prénom, ça peut être ta date de naissance. Vous voyez? Donc, ce sont toutes ces informations-là que des fois, que lorsque vous créez votre compte Facebook, que lorsque vous allez sur Google, qu'on vous demande et qu'ils ont accès. Maintenant, l'État a la responsabilité de vous protéger en tant que consommateur contre ces gens-là qui s'ils veulent utiliser à des fins économiques, par exemple. Par exemple, récemment, en 2018, Facebook a dû se présenter, Mark Zuckerberg a dû se présenter devant le Sénat américain pour s'expliquer comment ça se fait que, en fonction des termes et conditions que vous avez signés, vous devez protéger les données privées des utilisateurs, que des données des utilisateurs ont été, je dirais, piratées et utilisées par une compagnie de data analytics qui a vendu ces données à des fins politiques et utilisées lors des dernières élections, par exemple. Donc, ça, ce sont des cas où... C'est le cas de Wikileaks, par exemple? Probablement, oui, en effet. Donc, ce sont des données, je parle là des données personnelles que vous avez consenti de donner à un géant technologique, à une compagnie, pour utiliser son service. Maintenant, l'État te doit en retour une protection pour que cette compagnie-là puisse te protéger. Est-ce que cette compagnie abuse, par exemple, de la naïveté des utilisateurs? En effet, par exemple,
lorsque je suis sûr que presque 90% des gens qui ont un compte Facebook, lorsqu'ils s'inscrivaient, ils ont coché un checkbox qui s'appelle « J'accepte les termes et conditions ». Mais je suis sûr à 90% que personne n'a jamais lu ça. Oui. Parce que c'est un document assez volumineux. Maintenant, dans le RGPD, ce règlement-là sur la protection des données que l'Union européenne a voté, ils disent que les termes et conditions doivent être clairs et précis et concis. Donc, ils sont en train de forcer ces différents géants technologiques pour faciliter les utilisateurs, parce que personne ne lit ça. Oui, c'est trop long, on n'a pas le temps. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, que ce soit les données que vous postez sur Facebook, sur YouTube, maintenant, on ne vous les demande plus. Vous allez les apporter. C'est vous qui donnez les données. Oui. Maintenant, récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, à cause de cette loi, si vous avez navigué sur les différents sites Internet de nos jours, vous avez remarqué que tous les sites te demandaient accepter nos nouvelles conditions. Vous cliquez sur OK. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, c'était à cause de la mise en vigueur de cette loi depuis le 25 mai, parce que tout le monde maintenant, toutes les applications web, toutes les technologies ont revu leurs termes et conditions. Maintenant, ils vous ont demandé d'accepter ces nouveaux termes. Maintenant, en Haïti, on n'en a pas parlé. Parce qu'on est en retard, ou encore on n'est pas encore informé. On devait faire des activités, des colloques sur ces genres de termes pour qu'on puisse en débattre et aussi faire notre propos là. Et c'est là que vient l'ANACI en support aux différentes entités qui existent déjà pour faire cette promotion pour les différentes activités. Vous êtes du secteur, vous faites des recherches. En termes de cybercriminalité, où est-ce que l'on en est en Haïti? Bon, en Haïti, je sais que, par exemple, on a récemment créé ce qu'on appelle l'Observatoire du numérique. Cet observatoire qui est là c'est comme une vigile pour faire la veille technologique pour les différents. L'Observatoire du numérique, c'est l'une des entités qui avait tiré la sonnette d'alarme lorsqu'il y a eu l'attaque phishing, le hameçonnage sur l'une des banques de la capitale. C'était l'une des premières entités qui nous a annoncé ça. Maintenant, du point de vue général, dans les autres pays, il y a des instances qui... Là, soyons un peu plus clairs. Là, vous parlez des annonces faites par certaines banques de la place selon lesquelles des individus qui n'ont pas de compte dans ces banques-là tentent de pirater les données des clients de ces banques-là. Est-ce que c'est... En fait, le phishing attack, on appelle ça en français hameçonnage, c'est comme un pirate qui essaie de te prendre un piège, il va voir si tu vas mordre à l'hameçon ou pas. Comment il fait ça? En général, le phishing attack se fait par courriel. Il t'envoie un courriel. Dans le courriel, il y a un lien où il t'invite à cliquer. Et il dit que c'est la banque qui t'envoie ce Il y a deux façons de reconnaître ces genres d'attaques. Premièrement, ces genres d'attaques-là ont toujours soit un sentiment d'urgence ou un sentiment de contentement, d'excitation. Donc, la personne vous envoie un email, vous allez vous dire Monsieur Wendell Théodore, je vous prie de bien vouloir vous connecter aussi vite que possible. Votre compte bancaire a été piraté. Merci de cliquer ici pour que vous puissiez réinitialiser votre mot de passe. La personne, le pirate, il crée un sentiment d'urgence chez vous afin de créer un sentiment de panique pour réagir. Ou du moins, il crée l'opposé, un sentiment de contentement, d'excitation. Monsieur Wendell Théodore, toutes mes félicitations, vous avez gagné $1 million. Merci de cliquer ici pour réclamer votre prime. Et bien Microsoft vous envoie... Et l'imbécile que je suis. Je réponds sans tarder. Et vous dites, oh mon Dieu, vraiment, il y a eu une loterie et vous avez été l'heureux gagnant. Vous cliquez pour aller réclamer la prime parce que vous êtes content. Donc, c'est soit un sentiment d'urgence, la personne vous dit, il y a un danger imminent, prenez action, cliquez ici pour que vous puissiez vous protéger. Ou du moins, il vous dit que vous avez gagné une grande somme d'argent. Maintenant, ça, c'est le premier aspect que vous pouvez reconnaître un phishing attack, un hameçonnage en français. Il y a un sentiment d'urgence ou de contentement. Le deuxième aspect, c'est l'URL, le lien du site qui est affiché dans la barre d'adresse. En général, ce n'est pas correct. Si, par exemple, vous faites affaire avec une banque, par exemple, wendelltheodorebank.com, ça va marquer wendbank.com ou bien Wendell, il va manquer une lettre. Parce que lorsque vous cliquez vraiment sur le lien, la page va être une copie conforme de la banque Wendell Théodore.
ça va avoir la même couleur, la même interface, et les boutons seront placés de la même façon. Ce que vous devez faire pour vous assurer, c'est de vérifier dans votre navigateur, ce qu'on appelle le browser, l'adresse URL. Ça, vous devez vous assurer que c'est conforme à ce que votre banque, la vraie adresse de votre banque. Parce que les gens en général ne prêtent pas attention à ça. Ils s'assurent que, ah ok, c'est la page de ma banque, parce qu'ils voient la couleur, le logo est pareil, identique. Personne ne va aller perdre son temps à regarder l'adresse URL. Et c'est là le danger, parce qu'au fait, le pirate, il t'envoie sur une page identique, mais c'est sur son serveur web. C'est son site web. Maintenant, dès que vous entrez vos credentials, votre username et password, et vous faites submit, comme vous pensez que c'est le vrai site, maintenant, vous êtes sur un autre site, au fait, il récupère ces mots de passe et va se connecter maintenant sur le vrai site de la banque avec les credentials que vous avez donnés. Et à ce moment-là, il a accès à votre compte bancaire, il peut faire des virements. Il peut faire n'importe quoi. Mais apparemment, il y aurait plusieurs tentatives en Haïti. Ah oui. Probablement, on n'en parle pas assez. Mais il y a plusieurs types d'attaques qui se font en Haïti. Je sais qu'au niveau de la BRH, il y a tout un département qui monitore tout ça. Maintenant, ce que l'ANACI veut, c'est que plus de monde en parle. Oui. Il faut que nous en parlions de cyber, parce qu'on est tous, je dirais, vulnérables. Exposés, on est exposés. Donc Gaël Beauboeuf, là aujourd'hui, nous devons être très prudents. Très prudents. C'est pareil, par exemple, pour des jeunes qui reçoivent des invitations de l'Afrique en particulier, ou en général, et des offres de bourse. Des offres de bourse d'études. Vous acceptez, vous répondez, vous répondez à votre interlocuteur et vous demande de l'argent. Et il vous dit carrément, voilà quel montant vous devez verser pour avoir accès à ces bourses-là, à ces bourses d'études, et vous envoyez l'argent. Et la personne va continuer à soutirer de l'argent du naïf que vous êtes, et ceci pendant aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que finalement vous réaliserez qu'il ne s'agissait pas de bourse vraiment, et que c'était une arnaque. Oui. Maintenant, comment faire de cette histoire une priorité, et même de l'État, une grande priorité pour que les gens soient plus ou moins prudents et éviter d'être pris au piège? Bon, ces genres d'attaques-là, ça s'appelle ingénierie sociale. Ingénierie sociale où la personne t'invite à faire une action après qu'il t'ait dit un commentaire, soit qui te permet d'être content ou excité. Par exemple, récemment, après 2010, il y avait des appels, des gens qui faisaient des appels, on dit « Ah, c'est la Digicel, vous avez gagné une moto ». La personne est contente, c'est la première étape, la personne est excitée. La deuxième étape, c'est une requête. Maintenant, pour passer récupérer votre moto au magasin, mais vous devez d'abord mettre 1000 gouttes de recharge par padap. Maintenant, pour que la personne puisse récupérer, il est content, il va mettre la recharge parce que la valeur économique de la motocyclette est beaucoup plus élevée. Et maintenant, une fois que la personne prend action, vous avez été piraté. La recharge que vous avez faite est pour la personne, il n'y avait pas de prime vraiment. Maintenant, pour que les entreprises puissent se protéger contre ces genres d'attaques-là, c'est ce qu'on appelle le Security Awareness. Le Security Awareness, c'est, je dirais, une sensibilisation à la sécurité. Vous devez faire ça chaque année dans une entreprise. Chaque année, c'est une activité annuelle où... Donc là, nous sommes déjà dans le chapitre des recommandations. Exactement. OK, on y va. Vous pouvez faire une vidéo de 60 à 90 minutes ou une formation de 60 à 90 minutes où vous expliquez les gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous leur expliquez quelles sont les attaques les plus courantes, comment créer un bon mot de passe, ce qu'il faut faire, par exemple, si quelqu'un vous appelle pour vous demander votre mot de passe, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et comment se protéger en les expliquant les différentes attaques les plus courantes. Donc, cette activité-là, même si c'est une répétition, elle doit se faire chaque année. Il y a des entreprises qui ne font pas ça. Mais toutes les grandes entreprises le font. Chaque année, il y a vous devez suivre. Est-ce que vous le faites uniquement pour ce qui a rapport avec l'administration? Quand je parle de l'administration, je parle de l'argent, par exemple. Le Security Awareness? Non, le Security Awareness, c'est une formation qui est exclusivement réservée à la sécurité informatique. Globalement?
Oui. De tout ce que vous avez chez vous comme ordinateur. Non, non, le sécurité awareness, c'est une formation d'une 60aine de minutes où la personne vient, il s'assied et vous lui expliquez du point de vue système d'information, du point de vue technologie. Par exemple, on vous dit, il ne faut pas laisser traîner les papiers, les documents sur votre bureau parce que ça peut contenir des informations, même si pas totales, des brèves d'informations que le pirate peut récupérer et coller à une autre information pour faire une attaque. Il faut utiliser des déchiqueteuses. Si lorsque vous, par exemple, jetez, on va dire, un document, un reçu d'une carte de crédit ou bien un document qui contient votre chiffre d'affaires, il ne faut pas faire une boule avec et seulement déposer dans la poubelle. Le dumpster diving, c'est une attaque. Le dumpster diving, ça fait quoi? Le pirate va dans la poubelle et récupère le papier pour récupérer, par exemple, des informations rudimentaires avec lesquelles il pourra faire son attaque. Donc, il colle un ensemble d'informations. Par exemple, s'il sait que votre nom de domaine, c'est par exemple @metropole.com, il sait ça déjà. Maintenant, il suffit de savoir comment est le prénom. Est-ce que c'est M. Théodore? Est-ce que c'est Wendell.Théodore? Maintenant, s'il a accès à cette information, il va pouvoir vous envoyer un email. Maintenant, c'est sur ces genres d'informations. Par exemple, si on vous dit de ne pas laisser traîner, si vous êtes au niveau de la comptabilité, ne pas laisser traîner des documents qui peuvent contenir des informations sensibles et critiques pour la compagnie, il faut les fermer ou encore les déchiqueter. Donc, c'est tout un ensemble de formations, de détails. OK, et tout ceci, c'est pour éviter de se faire pirater. Exactement. Mais maintenant, tu vois, c'est là que l'audit informatique que l'ANSSI prêche, qui vient en contrepartie pour vérifier vraiment, par exemple, que le security awareness est fait annuellement. Oui, mais il y a aussi un autre problème, M. Beauboeuf. Et les patrons aujourd'hui, ou les PDG, ou les chefs d'entreprise... Ça ne les intéresse pas? Non, ce n'est pas que ça ne les intéresse pas. Ils circulent avec toutes leurs données dans leur portable, dans leur téléphone intelligent. Okay. Ils ne sont pas obligés de rester, d'avoir un ordinateur connecté sur le... En fait, tout est mobile, je veux dire. Tout est mobile. Partout où ils vont avec leur portable et des données importantes sont sur leur téléphone portable. Oui, mais le système d'exploitation de votre portable a un minimum de sécurité. Par exemple, vous avez un fingerprint, vous avez un code. Ce qui est différent, par exemple, un employé qui est mal intentionné, qui est payé par la concurrence et qui trouve un papier sur votre bureau, il peut soit faire la photo du document ou bien récupérer le document tout simplement. Donc, c'est plus facile. Il y a plusieurs couches de niveau de sécurité. Le premier maillon faible de toute sécurité, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui va faire une faille. C'est l'être humain qui va faire une erreur. C'est l'être humain qui va laisser partir et laisser son ordinateur allumé. Vous devez verrouiller l'écran de votre PC lorsque vous vous déplacez de votre poste. Maintenant, si vous allez aux toilettes, vous dites, ah, c'est tout prêt, vous laissez votre écran. Ce temps suffit pour que quelqu'un puisse envoyer un courriel à partir de votre poste. Donc, pour accéder à des données secrètes, on mettra combien de temps, par exemple? Si le pirate est dans les parages? Non, mais ça va dépendre du niveau d'expertise du pirate ou encore des outils qui sont utilisés par le pirate. Exemple, il y a une autre attaque que les pirates aiment faire qui s'appelle le brute force attack. Le brute force attack, c'est le pirate utilise une application pour deviner votre mot de passe. Donc, c'est à la nanoseconde, il y a un algorithme qui teste différentes chaînes de caractères, différentes possibilités. Maintenant, si votre mot de passe est faible, du genre maman ou bien le nom de votre femme, ça suffit, quelques minutes suffisent, parce que ce n'est qu'une chaîne de caractères simple. Maintenant, si votre mot de passe respecte les différents critères que j'ai donnés tantôt, un caractère spécial, un chiffre, une lettre majuscule, au moins 8 caractères, le pirate va prendre beaucoup plus de temps pour découvrir ce mot de passe. Parce qu'il ne va pas deviner ça avec sa tête, mais il va utiliser une application qui a un algorithme pour faire le brute force attack. Maintenant, il y a un autre password que le temps de découvrir ce password, ça fera beaucoup d'années, donc il va abandonner.
C'est pourquoi votre mot de passe doit respecter un ensemble de caractères. Et c'est ce qu'on vous dit dans le Security Awareness, comment créer un bon mot de passe. Donc, ça va dépendre du temps, du niveau de sécurité que vous avez déjà implémenté dans votre entreprise et des outils que le pirate utilise. Bon, on va terminer. Alors, à titre de rappel, revenons maintenant au comportement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Alors, le comportement est le suivant à adopter, c'est que... Pensez aux auditeurs en système d'information. Exactement. Et on encourage le plus de gens à nous rejoindre au niveau de l'ANACI pour devenir membre et participer à nos différentes formations. Pensez à la sécurité informatique pour que si vous informatisez votre entreprise, il faut toujours vous mettre en tête que lorsque vous informatisez votre entreprise, votre surface d'attaque augmente pour le pirate. Donc, il a une marge de manœuvre beaucoup plus élevée pour vous attaquer. Et maintenant, si vous avez les moyens au niveau de votre entreprise, il faut faire appel à ce qu'on appelle un audit informatique pour venir vérifier et valider que vous avez un minimum de contrôle en place et un minimum de sécurité. Parce que c'est l'auditeur informatique qui a les compétences nécessaires pour qu'il puisse valider vraiment que votre réseau est sécurisé et que vous respectez le triangle CIA. Maintenant, l'ANACI veut prêcher cet évangile et encourager beaucoup plus de gens à passer la certification CISA et se former en audit informatique et nous rejoindre. Est-ce que l'association a déjà un siège? Présentement, nous sommes une jeune association, mais nous avons notre site web qui est en cours de construction, c'est le www.anaci.org. Vous pouvez vous y rendre pour avoir les différentes mises à jour, pour savoir quand est-ce qu'on fera notre nouvelle formation. Gaël Bobeuf, c'était un plaisir de vous avoir ce matin à la rubrique Le Point. J'espère que les intéressés ont noté et tout ce qui a été dit. Surtout les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, oui. Et là, ça concerne toutes sortes d'entreprises, petites et moyennes et grandes entreprises. Du moment que vous avez un système d'information. Et le problème, c'est que de plus en plus d'entreprises vont vers l'informatisation pour être plus productifs, pour faire face à la concurrence. Et donc, déjà... Efficace aussi pour être plus efficace. Donc, vous êtes concerné réduire aussi la main-d'œuvre. Oui. Yeah. Merci encore une fois, Gaël. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, M. Théodore. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Gaël Bobeuf, responsable communication ANACI, était notre invité ce matin. l'Association nationale des auditeurs en système d'information d'Haïti. Merci de l'accueil, passez une bonne journée avec nous et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.